J.R.R. Tolkien, Le Hobbit, chapitre 10, un chaleureux accueil. La journée se fit plus lumineuse et plus chaude à mesure qu'ils avançaient sur l'eau. Au bout d'un moment, la rivière contourna un grand escarpement qui s'avançait sur leur gauche. Au pied de la paroi rocheuse, qui faisait comme une falaise à l'intérieur des terres, la rivière bouillonnante et clapotante s'était creusée une niche. Soudain, la falaise s'effaça. Les rives s'abaissèrent. Les arbres disparurent. Une vue saisissante s'offrit alors à Bilbo. Les terres s'ouvrirent largement autour de lui, gorgées des eaux de la rivière qui s'épanchait à cet endroit, empruntant mille et une courses serpentines ou s'arrêtant dans les marais et les étangs parsemés d'îlots qui s'étendaient de tous côtés. Un fort courant subsistait néanmoins au milieu. Et au loin, sa tête sombre passait, à travers un nuage déchiré, surgit la montagne. Ses plus proches voisines au nord-est et les terres vallonnées qui les séparaient d'elle demeuraient invisibles. La montagne se dressait seule, scrutant la forêt par-delà les marécages. La montagne solitaire. Bilbo avait fait un long chemin et traversé bien des aventures pour pouvoir la contempler. Et maintenant qu'il la voyait, elle ne lui plaisait pas du tout. Écoutant la conversation des elfes et rassemblant les bribes d'informations qu'ils laissaient tomber, il se rendit vite compte qu'il devait s'estimer heureux d'avoir pu l'apercevoir même à cette distance. Malgré les jours monotones de son emprisonnement et la précarité de sa situation présente, sans parler de celle des pauvres nains qui se trouvaient sous lui, il y avait eu plus de chance qu'il ne l'avait cru. Les elfes parlaient surtout du commerce qui allait et venait sur les cours d'eau du trafic, grandissant sur la rivière, à mesure que les routes qui reliaient l'Est à Grand-Peur disparaissaient ou tombaient en désuétude, et des chamailleries entre les hommes du lac et les elfes sylvains, au sujet de l'entretien de la rivière de la forêt et de ses berges. Ces terres avaient beaucoup changé depuis l'époque du royaume des nains sous la montagne, une époque qui, pour la plupart des gens, était désormais réduite à une vague tradition. Elles avaient changé encore récemment, depuis les dernières nouvelles que Gandalf en avait reçues quelques années auparavant. De grandes inondations et de fortes pluies avaient gonflé les eaux qui coulaient vers l'est, et il y avait eu un ou deux tremblements de terre qui, selon certains, étaient attribuables aux dragons, que l'on se contentait généralement d'évoquer par une imprécation et un grave signe de tête en direction de la montagne. Les marécages et les tourbières n'avaient cessé de gagner du terrain de chaque côté. Les chemins avaient disparu, ainsi que de nombreux voyageurs, à pied ou à cheval, en essayant de les retrouver. La route des elfes à travers le bois, que les nains avaient emprunté sur les conseils de Béorn, finissait maintenant en queue de poisson dans un endroit peu fréquenté à l'extrémité est de la forêt. La rivière était désormais le seul chemin sûr pour gagner les plaines à l'ombre des montagnes depuis l'orée de Grand-Peur dans le nord, et cette rivière était gardée par le roi des elfes sylvains. Donc, en définitive, comme vous le voyez, Bilbo avait suivi la seule route possible, et Monsieur Bessac, tout frissonnant qu'il était sur son radeau, eût sans doute été rassuré d'apprendre que Gandalf avait eu vent de ses nouvelles au loin, qu'elle lui avait causé beaucoup d'inquiétude, et qu'en fait, il s'apprêtait à conclure ses autres affaires, qui ne nous concernent pas, pour venir au secours de Thorin et ses compagnons. Mais cela, Bilbo ne le savait pas. Tout ce qu'il savait, c'était que la rivière semblait s'étirer indéfiniment et pour toujours, qu'il était affamé, qu'il avait attrapé un vilain rhume et qu'il n'aimait pas l'allure sévère de la montagne qui se faisait de plus en plus menaçante à mesure qu'elle se rapprochait. Toutefois, au bout d'un moment, la rivière s'infléchit vers le sud et la montagne s'éloigna de nouveau. Puis, en fin d'après-midi, le rivage devint rocailleux. La rivière rassembla ses eaux vagabondes en un flot rapide et profond, et ils filèrent à vive allure. On boit de l'eau. Le soleil s'était couché lorsque, déviant à nouveau vers l'est, la rivière forestière se déversa dans le long lac. De part et d'autre de sa large embouchure se dressaient deux piliers rocheux, semblables à des falaises, dont les pieds étaient ensevelis sous les galets. Le long lac. Bilbo n'avait jamais cru qu'une étendue d'eau autre que la mer puisse sembler aussi vaste. Le lac était si large que ses rives opposées semblaient minuscules et lointaines. Mais sa longueur était telle que son extrémité nord, qui pointait vers la montagne, ne se voyait pas du tout. Sans la carte, Bilbo n'aurait jamais pu deviner que là-bas, au nord, où les étoiles du chariot scintillaient déjà, la rivière courante, descendue du Val, se jetait dans le lac,
ni que, avec la rivière de la forêt, elle remplissait ce qui avait dû être jadis une large et profonde vallée rocheuse. À l'extrémité sud, les eaux redoublées se déversaient dans de hautes chutes et fuyaient précipitamment vers des terres inconnues. Dans le calme du soir, on pouvait entendre au loin le grondement des cascades. Non loin de l'embouchure de la rivière de la forêt se trouvait l'étrange ville dont Bilbo avait entendu parler dans les caves du roi Elfe. Elle n'était pas construite sur la rive, malgré les quelques huttes et bâtiments qu'on y voyait, mais directement sur le lac, protégée des remous de la rivière par un promontoire rocheux qui formait une baie tranquille. Un grand pont de bois s'élançait vers l'endroit où l'on l'avait bâti, sur d'immenses pilotis faits de rondins, une ville animée, tout en bois. Non pas une ville d'elfes, mais d'hommes, qui osaient encore vivre dans l'ombre de la lointaine montagne du dragon. Ils continuaient à profiter du commerce venant du sud par la grande rivière, que des charrettes apportaient jusqu'à leur ville à partir des chutes. Mais à la grande époque d'autrefois, du temps où le Val prospérait dans le nord, ils avaient été riches et puissants, et leurs eaux avaient vu passer des flottes de navires remplis d'or et parfois des guerriers en armure. Et elles avaient connu des guerres et des hauts faits, qui ne demeuraient plus qu'à l'état de légende. Les poteaux désagrégés d'une ville plus grandiose se voyaient encore près de la rive quand la sécheresse faisait baisser les eaux. Les hommes ne se souvenaient guère de tout cela, même si parfois certains d'entre eux chantaient encore de vieilles chansons à propos des rois nains sous la montagne, Tror et Trahin du peuple de Durin et de la venue du dragon, et de la chute des seigneurs du Val. Et l'on chantait aussi que Tror et Trahin allaient revenir un jour, que l'or se déverserait dans les rivières par les portes de leur royaume, et que le pays tout entier serait à nouveau débordant de chants et de rires. Mais cette agréable légende ne changeait pas grand-chose à leur affaire quotidienne. Dès que les tonneaux apparurent à l'horizon, des bateaux s'avancèrent depuis les ponts de la ville et des voix saluèrent les conducteurs du radeau. Puis, des cordes furent lancées et des rames mises à l'eau, et le radeau fut bientôt entraîné hors du courant de la rivière de la forêt et allé par-delà l'épaulement rocheux jusqu'à la petite baie du bourg du lac. C'est là qu'il fut amarré, non loin de l'entrée du grand pont près de la rive. Des hommes venus du sud viendraient bientôt chercher quelques-uns des fûts et ils en rempliraient d'autres avec les denrées qu'ils apportaient afin qu'elles soient rapportées vers la demeure des elfes sylvains. Entre-temps, les tonneaux furent laissés à flot pendant que les elfes du radeau et les canotiers partaient festoyer au bourg du lac. Ils auraient été fort étonnés s'ils avaient vu ce qui se déroula près de la rive après leur départ et à la nuit tombée. Bilbo détacha un premier tonneau et le poussa jusqu'au rivage avant de l'ouvrir. Des gémissements en sortirent, puis un nain qui semblait des plus éprouvés. De la pâte moite s'accrochait à sa barbe souillée, ses membres étaient si douloureux et si raides, son corps si meurtri et battu, qu'il avait peine à se tenir debout. Et il pataugea difficilement jusqu'au rivage avant de s'y affaler en geignant. Il avait les yeux faméliques et sauvages d'un chien qu'on aurait enchaîné puis oublié dans sa niche pendant une semaine. C'était Thorin, mais il n'était reconnaissable que par sa chaîne dorée et par la couleur de son capuchon bleu ciel tout déchiré et sali, avec son gland d'argent terni. Il fallut du temps pour qu'il s'adresse à Bilbo avec un minimum de délicatesse. « Eh bien, vous êtes mort ou vous êtes vivant ?» demanda Bilbo avec aigreur. Peut-être oubliait-il qu'il avait eu le droit à au moins un bon repas de plus que les nains tout en bénéficiant de l'usage de ses bras et jambes et d'une meilleure ventilation. « Vous êtes toujours en prison ou vous êtes libre ? Si vous voulez manger et poursuivre votre ridicule aventure, car c'est bien la vôtre et non la mienne, vous feriez mieux de vous dégourdir bras et jambes pour m'aider à sortir les autres pendant qu'il est encore temps. » C'est coquin, ouais. Thorin dut reconnaître la valeur de ses arguments, et après s'être lamenté encore un peu, il se leva et aida le hobbit du mieux qu'il le put. Patouillant dans l'eau froide en pleine nuit, ils eurent un mal de chien à trouver les bons tonneaux. 6 nains seulement, ou à peu près, répondirent à l'appel quand ils se mirent à crier et à cogner sur les parois. Ceux-là furent déballés et ramenés sur la rive où ils s'assirent ou s'allongèrent en marmonnant et en gémissant. Ils étaient si imbibés, contusionnés et engourdis qu'ils purent à peine constater qu'ils étaient libres ou s'en montrer le moindrement reconnaissants. Dwalin et Balin étaient parmi les plus secoués, et il était inutile de leur demander un coup de main. Quant à Bifur et Boofur, moins malmenés et plus au sec, ils se couchèrent et refusèrent de bouger. Mais Fili et Kili, qui étaient jeunes, pour des nains, et qui, de plus, avaient été les mieux pactés avec suffisamment de paille dans des plus petits tonneaux, en ressortirent plus ou moins souriants, avec seulement quelques bleus et une raideur qui se dissipa rapidement. « J'espère ne plus jamais sentir l'odeur de pommes, » dit Fili. « Ma cuve en était remplie. Sentir constamment les pommes sans pouvoir remuer un brin pendant qu'on meurt de faim et de froid, c'est à vous rendre fou. Je mangerai n'importe quoi.
tout ce qui pousse sur terre, jusqu'à satiété. Mais une pomme, jamais. Avec l'aide enthousiaste de Philly et Killy, Taurine et Bilbo découvrirent enfin le reste des nains, et ouvrirent leurs tonneaux. Le pauvre gros Bombure était endormi ou sans connaissance. Dori, Nori, Ori, Oin et Glowin étaient complètement trempés et ne semblaient qu'à moitié vivants. Ils durent tous être transportés un par un et allongés sur le rivage, incapables de bouger. Eh bien, nous y voilà, dit Taurine. Et je suppose qu'il faut remercier notre bonne étoile et Monsieur Bessac. Il est certainement en droit de s'y attendre, même si j'aurais préféré qu'il trouve un moyen de transport plus confortable. N'empêche, nous sommes tous plus que jamais à votre service, Monsieur Bessac. Nous pourrons mieux vous exprimer toute notre gratitude quand nous aurons mangé et récupéré, j'en suis certain. Entre-temps, qu'allons-nous faire ? Je suggère le bourg du lac, dit Bilbo. Il n'y a pas beaucoup d'autres options. Évidemment, il n'y eut aucune autre suggestion. Alors, laissant les autres se reposer, Taurine, Philly, Killy et le Hobbit longèrent la rive jusqu'au grand pont. Des gardes étaient postés à l'entrée, mais ils ne les surveillaient pas très étroitement, car il n'était rien arrivé de vraiment fâcheux depuis bien longtemps. Hormis les prises de bac qui survenaient de temps à autre au sujet du péage sur la rivière, ils étaient en bons termes avec les elfes sylvains. Les autres peuples vivaient loin, et chez les jeunes gens de la ville, on allait jusqu'à mettre en doute la présence du dragon dans la montagne, et on riait des grands-pères et des vieilles bonnes femmes qui juraient l'avoir vu voler dans les airs au temps de leur jeunesse. Il n'était donc pas surprenant que les gardes aient été en train de boire et de rire autour d'un feu dans leur hutte, sans entendre tout le bruit que les nains avaient causé, ni les pas des 4 éclaireurs qui se dirigeaient à présent vers eux. Leur étonnement fut énorme quand Taurine, l'écu des chênes, se présenta à leur porte. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » crièrent-ils, se levant d'un bond et cherchant leurs armes à tâtons. « Taurine, fils de Traïn, fils de Tror, roi sous la montagne » déclara le nain d'une voix forte, et sa prestance ne trompait pas, malgré ses vêtements déchirés et son capuchon souillé. L'or brillait à son cou et à sa ceinture. Ses yeux étaient profonds et sombres. « Je suis revenu. Je désire voir votre bourgmestre. » La nouvelle fit sensation chez les gardes. Les plus naïfs sortirent de la hutte en courant comme s'ils attendaient à voir la montagne se changer en or au beau milieu de la nuit, et les eaux du lac devenir jaunes sur le champ. Le capitaine de la garde s'avança. « Et qui sont ces gens ?» demanda-t-il, montrant Philly, Killy et Bilbo. « Les fils de la fille de mon père, » répondit Taurine. « Philly et Killy, du peuple de Durin, et Monsieur Bessac, qui a voyagé avec nous depuis l'ouest. »« Si vous venez en ami, déposez vos armes, » dit le capitaine. « Nous n'en avons pas, » dit Taurine, ce qui ne pouvait être plus vrai. Leurs couteaux avaient été confisqués par les elfes sylvains, de même que la grande épée Horcrux. Bilbo avait sa courte épée, toujours bien cachée, mais il se garda bien de le mentionner. « Nous n'avons besoin d'aucune arme, nous qui rentrons enfin dans notre domaine, tel qu'il a été dit autrefois. De plus, nous ne pourrions nous battre contre un tel nombre. Conduisez-nous devant votre maître. »« Il est à table et il festoie, » dit le capitaine. « Raison de plus pour nous conduire à lui, » intervint brusquement Philly, qui s'impatientait de toutes ces cérémonies. « Nous sommes affamés et à bout de force après un si long voyage, et certains des nôtres sont malades. Alors cessons de discourir, et dépêchez-vous, sinon votre maître pourrait avoir 2 mots à vous dire. »« Suivez-moi dans ce cas, » dit le capitaine. Et, entouré de 6 hommes, il les mena de l'autre côté du pont, franchit avec eux les portes de la ville et les conduisit sur la place du marché. Il s'agissait d'un large cercle d'eau tranquille, entouré de hauts pilotis sur lesquels se dressaient les demeures les plus imposantes, et de longs quais en bois dotés de nombreux escaliers et échelles menant à la surface de l'eau. Par les fenêtres d'une grande maison s'échappait quantité de lumière et la clameur d'une foule. Ils en franchirent le seuil, et leurs yeux aveuglés par les lampes se posèrent sur de longues tables flanquées de nombreux convives. « Je suis Taurine, fils de Traïn, fils de Tror, roi sous la montagne, je suis de retour !» cria Taurine d'une voix forte, debout sous le chambranle, avant que le capitaine ait pu placer un mot. Tous se levèrent avec stupéfaction. Le bourgmestre bondit de son siège. Mais nuls ne furent plus abasourdis que les elfes des radeaux, assis non loin de la porte. Se pressant vers la table du bourgmestre, ils s'écrièrent «
Ce sont des prisonniers de notre roi qui se sont échappés, des nains errants, des vagabonds, incapables de se rendre compte de leurs faits et gestes alors qu'ils rôdaient dans les bois et s'attaquaient aux nôtres. Est-ce vrai demanda le bourgmestre. Du reste, cela lui paraissait beaucoup plus probable que le retour du roi sous la montagne, et si un tel personnage avait même déjà existé. Il est vrai que nous avons été appréhendés à tort par le roi elfe, et emprisonnés sans raison alors que nous cherchions à regagner nos terres, répondit Taurine. Mais ni verrou ni barre ne peut empêcher le retour annoncé au temps jadis. Et cette ville est en dehors du royaume des elfes sylvains. Je m'adresse au bourgmestre des hommes du lac, non au batelier du roi. Alors le bourgmestre hésita, se tournant tantôt vers les uns, tantôt vers les autres. Le roi elfe était très puissant dans la région, et le bourgmestre ne souhaitait aucunement se le mettre à dos, pas plus qu'il ne se souciait des vieilles chansons, lui qui ne se préoccupait que de commerce et de péage, de cargaison et d'or. Un penchant qui lui avait valu son rang de dignitaire. Mais d'autres pensaient autrement, et la question fut vite réglée sans son apport. Des portes de la salle, la nouvelle s'était répandue à travers la ville comme une traînée de poudre. Des gens criaient tout autour d'eux, à l'intérieur comme à l'extérieur. La foule accourut sur les quais. Certains se mirent à chanter les bribes de vieilles chansons concernant le retour du roi sous la montagne. Le fait que c'était le petit-fils de Tror, et non Tror lui-même qui était revenu parmi eux, ne les dérangeait pas du tout. D'autres prirent alors le relais, et leur chanson résonna puissamment sur le lac. Le roi des montagnes austères, le seigneur des fontaines, le roi souverain de la pierre reprendra son domaine. Sa couronne éclairant son front, sa harpe sur sa cuisse, dans ses palais résonneront les refrains de jadis. De ses fontaines couleront richesses et merveilles, ses rivières se doreront comme l'or au soleil. Les ruisseaux courront d'allégresse jusqu'au lac argentin, périront chagrin et tristesse au retour du roi nain. Ainsi chantèrent-ils, ou peu s'en faut. Seulement, leur chanson fut beaucoup plus longue et entrecoupée de nombreux cris et de mélodies de harpe et de violon s'y mêlaient. En fait, la ville n'avait pas connu une telle euphorie dans les souvenirs du plus vieux des grands-pères. Et les elfes sylvains commencèrent à s'interroger, et même à prendre peur. Ils ne savaient pas, bien entendu, comment Taurine s'était échappée, et ils commencèrent alors à croire que leur roi avait peut-être commis une grave erreur. Quant au bourgmestre, il vit qu'il n'avait pas d'autre choix que de se plier à la volonté populaire, du moins pour l'instant, et il fit semblant de croire les prétentions de Taurine. Alors il lui céda son grand fauteuil, et fit et qu'il eurent le privilège de s'asseoir à ses côtés. Même Bilbo reçut une place à la table d'honneur, et dans le branle-bas général, aucune explication de sa présence, car les chants n'avaient jamais fait la moindre allusion à lui, ne fut exigée. Peu après, les autres nains furent conduits à travers la ville en liesse. Dans une atmosphère incroyable, ils furent tous soignés, nourris, logés, dorlotés à souhait. Une grande maison fut mise à disposition de Taurine et de sa compagnie, ainsi que des bateaux et des rameurs. Et la foule assise à l'extérieur chantait toute la journée, poussant des hurrahs chaque fois qu'un nain montrait le bout de son nez. Il y avait des chansons traditionnelles, mais d'autres étaient tout à fait nouvelles et évoquaient avec assurance la mort soudaine du dragon et les cargaisons de riches présents qui déferleraient sur le bourg du lac. Ces chansons étaient largement inspirées du bourgmestre et ne plaisaient pas particulièrement aux nains, mais pour l'heure, ils étaient bien traités et reprenaient du ventre et des forces. Si rapidement en fait, qu'ils furent complètement rétablis en l'espace d'une semaine, vêtus de belles étoffes aux couleurs de chacun, leurs barbes lissées et taillées, leur démarche redevenue fière. À voir l'allure de Taurine, on eût dit que son royaume était déjà reconquis, et Smaug découpé en petits morceaux. Et comme il l'avait dit, les bons sentiments des nains à l'égard du hobbit grandissaient de jour en jour. Ils avaient cessé de grogner et de se plaindre. Ils buvaient à sa santé, le félicitaient à grandes tapes dans le dos, et étaient aux petits soins avec lui. Heureusement, car le hobbit ne se sentait pas particulièrement enjoué. Il n'avait pas oublié l'aspect de la montagne, ni la menace du dragon. Par ailleurs, il avait un très vilain rhume. Il passa 3 jours à éternuer et à tousser sans jamais pouvoir sortir, et quand il fut en mesure d'assister au banquet, ses brèves allocutions se limitèrent à un « merci beaucoup ». Entre-temps, les elfes sylvains avaient remonté la rivière de la forêt avec leur chargement, et une grande agitation régnait au palais du roi. Je n'ai jamais su ce qui était arrivé au chef des gardes et au sommelier. Évidemment, personne ne parla jamais des clés ou de tonneaux durant le séjour des nains au bourg du lac, et Bilbo prit soin de ne jamais disparaître. Mais j'imagine que les elfes en découvrirent plus qu'on ne le soupçonna, même si j'ose croire que M. Bessac demeura plus ou moins un mystère. En tout quoi,
En tout cas, le roi connaissait désormais le but de leur quête ou pensait le connaître et se dit en lui-même « Très bien, c'est ce qu'on va voir. Nul trésor ne reviendra par grand-peur sans que j'aie mon mot à dire. Mais tous finiront mal, je suppose, et ce sera bien fait pour eux. » Il ne croyait pas, du moins, à ces histoires de nains pourfendeurs de dragons, et il soupçonnait fortement une tentative de cambriolage ou quelque chose d'approchant, ce qui montrait combien cet elfe était sage, plus sage que les citoyens du bourg, même s'il n'avait pas tout à fait raison, comme nous le verrons avant la fin. Il envoya ses espions sur les rives du lac, et aussi près de la montagne qu'ils osaient s'aventurer au nord, puis attendit. 15 jours passèrent, et Taurine se mit à songer au départ. Il fallait demander assistance pendant que l'enthousiasme de la ville durait. Il eût été dommage d'attendre bêtement qu'il se refroidisse. Alors il s'entretint avec le bourgmestre et ses conseillers, disant que sa compagnie devrait bientôt poursuivre sa route vers la montagne. C'est alors que pour la première fois, le bourgmestre fut surpris et un peu effrayé. Et il se demanda si Taurine n'était pas, après tout, un véritable descendant des anciens rois. Il n'avait jamais cru que les nains oseraient vraiment s'approcher de Smaug, mais les prenait pour des imposteurs qui seraient tôt ou tard démasqués et jetés aux portes de la ville. Il avait tort. Taurine était évidemment le légitime petit-fils du roi sous la montagne, et nul ne peut dire ce qu'un nain oserait entreprendre afin d'assouvir sa vengeance et recouvrir son bien. Cependant, le bourgmestre ne regrettait pas du tout de les voir partir. Il coûtait cher de les entretenir, et leur arrivée s'était transformée en un long congé qui paralysait les activités commerciales. Qu'ils aillent embêter Smaug et voir l'accueil qu'il leur réserve, se disait-il. Mais ses paroles furent tout autres. « Certainement, ô Taurine, fils de Thrain, fils de Tror, répondit-il. Vous devez réclamer votre bien. L'heure est venue, comme il a été dit autrefois. Vous disposerez de toute l'aide dont nous sommes capables, et c'est avec l'assurance de notre gratitude, une fois votre royaume reconquis, que nous vous l'offrons. » L'automne était bien avancé, le vent était froid, et les feuilles tombaient rapidement, quand 3 grands bateaux quittèrent enfin le bourg du lac avec les rameurs, les nains, M. Bessac, et de nombreuses provisions à bord. Des chevaux et des poneys durent emprunter des chemins détournés pour aller à leur rencontre au point de débarquement choisi. Le bourgmestre et ses conseillers leur dirent adieu sur le grand escalier de l'hôtel de ville qui descendait jusqu'au lac. Les gens chantaient sur les quais et aux fenêtres des maisons. Les rames blanches plongèrent dans l'eau clapotante et les conduisirent au nord, vers la dernière étape de leur voyage. Seul Bilbo était parfaitement malheureux. Fin du chapitre 10.